Dans Résister au désastre, Isabelle Stengers affirme que l'intelligence écologique, c'est une intelligence de la différence entre interdépendance et dépendance, et de ce à quoi oblige l'interdépendance. C'est pour ça que les potagers collectifs sont un bon exemple de recréation d'intelligence écologique. C'est que les humains qui s'en occupent savent qu'ils peuvent discuter de plein de choses, et que pendant ce temps-là, les plantes poussent, et qu'ils doivent aussi se mettre en rapport avec cette temporalité de la pousse et le soin qu'elle implique. Un potager collectif, c'est quelque chose qui pose la question de ce qu'on est en train de faire ensemble, de ce qui nous réunit, et de comment on va tenir autour d'eux et avec cette chose, ce fouillis d'êtres dont on dépend et qui dépend de nous. Pas n'importe quel campus aussi, c'est ça. Non, moi, ce qui me surprendra, je pense, ouais, tout le temps, c'est que quand on s'est rencontrés avec les collègues, donc en 2019, quoi, à l'appel à projet, parce qu'on ne se connaissait pas au début. Alors, en fait, j'ai tout de suite dit que je faisais de l'agriculture biodynamique. Parce que c'est ma façon de l'agriculture que je fais, que j'ai expérimenté, dont j'ai vu en fait les effets, quoi. Ça m'a ouvert des portes incroyables, des possibles, des champs des possibles, quoi. Et en fait, de se retrouver au milieu, si tu veux, un peu un des fiefs de la technocratie mondiale, avec une agriculture en fait qui remet ça en question. C'est pas son but, mais de facto, ça le fait. C'est quand même assez spécial. Et c'est trop bien. Mais c'est trop bien, c'est extraordinaire. C'est que ça, en fait, ça permet justement que toutes les pratiques puissent évoluer, quoi. Sauf que ça, c'est pas accepté par le monde académique, malheureusement. Vraiment, les premières années, mais tous les chercheurs que je croisais, je leur demandais, en fait. Ils n'étaient pas chauds à faire des expérimentations ou des recherches appliquées, en fait, sur la biodynamie. Ça ne s'est jamais présenté. Et puis moi, je l'adore dans le sens que moi, je suis pour les remises en question permanentes, mais aussi me concernant moi-même, tu vois. Parce que je pense que c'est ça qui nous permet de devenir un peu mieux, quoi. Est-ce que ça a changé la façon dont toi tu fais de l'agriculture? Oui, oui, clairement, parce que moi, j'ai toujours fait de l'agriculture à but sociothérapeutique. Si tu veux, où je travaillais dans des institutions, mais avec toujours un côté d'accompagnement ou d'occupation, notamment avec des personnes handicapées et puis après avec des jeunes en rupture sociale. Donc en arrivant ici, si tu veux, le point central, c'était plus l'aspect social de l'agriculture, mais l'aspect productif. Mais où finalement, en fait, ça prend carrément plus de place, la production. C'est toujours en fait imprégné de social, c'est ça qui est hallucinant. Mais voilà, c'est hyper touchant parce que c'était aussi une de nos envies en fait, de pouvoir créer un lieu, si tu veux, où les gens se sentent accueillis, qu'ils puissent créer un lien direct avec le vivant, quoi. Donc ouais, ça a pas mal changé pour moi dans ma pratique agricole.
puis après, ben, aussi l'aspect collectif, quoi. Là, c'est vraiment beau, tu vois. On prend les décisions ensemble, on imagine les projets ensemble, puis ça se fait. C'est la ferme la plus Ouais, c'est proche, la plus accessible. tellement chou. Ah, c'est vrai pour mettre des tuyaux pour faire des draps. Ouais, alors là, Ah mais regarde ça. continue. Non mais ça marche à fond là. Vas-y, ouais. C'est bon. Hop là. Ouais, il va pas les abîmer quand même. Stop. On arrête. On les enlève avant que tu continues. Je crois que ça va, non? Ouais, c'est Bon, voilà. Ouais, donc toi, t'étais là en 2020. J'étais venue C'était pour aussi. le maïs. Ah oui. Et puis après, il y avait un samedi où ils nous avaient proposé de planter les arbustes. Vous avez fait faire de l'arpentage. Je me souviens que ça avait été tellement bénéfique. En fait, c'était une période, en première année, on travaille dessus. J'étais tout le temps ultra fatiguée, mais je me suis dit, je vais prendre une pause. Et j'étais rentrée. J'étais plus fatiguée mentalement, mais fatiguée physiquement. Et je me suis dit que ça m'avait fait me sentir humaine. Enfin, moi, j'ai fait un truc pour de vrai, pas juste devant un papier. Et... Ah waouh. Bah, c'est deux moments qui évoquent, justement où nous on tâtonnait, c'était le tout début. Ouais. Et puis en fait de voir justement, ouah, ça fait du beau mon cœur quoi. Ouais. Je dis ouais, en fait finalement ce qu'on avait imaginé, ben ça fait sens quoi. Ouais. Il y a une raison d'être, une ferme comme ça dans un lieu. C'est bon. Eux-mêmes et ils ont créé le. On rentre avec. Dans Reenchanting the World, Feminism and the Politics of the Commons, Silvia Federici partage son expérience d'enseigner à l'université. Elle questionne ce qui se cache dessous, qui est invisible. Elle raconte à quel point il est facile de traverser une université et de travailler sur un campus sans rien connaître de son histoire ou de l'infrastructure matérielle dont elle dépend, et des personnes qui y travaillent. Si nous voulons changer l'université et construire un Knowledge Commons, un bien commun du savoir, nous devons non seulement nous préoccuper du contenu de notre cursus, et plus important encore, du coût des études, aussi cruciaux qu'ils soient. Nous devons questionner les conditions matérielles de la production d'une université, son histoire et ses relations avec les communautés environnantes. Nous devons aussi changer notre perception de ce qu'est le savoir et de qui peut être considéré comme un producteur de savoir. Actuellement, la production de savoir sur les campus est isolée du vaste travail d'infrastructure qui subvient à la vie académique, qui nécessite une multiplicité de sujets qui rendent possible pour les étudiantes et les professeurs de retourner aux salles de classe tous les jours. Pourtant, comme le travail reproductif des femmes, ce travail est lui aussi le plus souvent invisible. Tous les jours, celles qui travaillent avec les mains permettent à celles qui travaillent avec la tête et à la méga-machine de repartir, recommencer, mais dans le meilleur des cas, elles ne sont reconnues que lorsqu'elles refusent de travailler. Encore le contexte, elles sont beaucoup plus posées. Ouais. Vraiment, elles étaient speed. Bah, c'est pas du tout rassurant, tu vois, ces bâtiments, les bruits, les résonances, les sons. Mais là, elles s'y sont pas, ouais. Et c'est lui, Nano, du coup, là? C'est lui, non? Ouais. Qu'adviendra-t-il des terres agricoles, des surfaces pour la biodiversité, des arbres récemment plantés et des haies, sans l'entretien des fermiers et fermières?
Qu'adviendra-t-il des moutons, des poules, de la vache, des ânes, des cochons et des chevaux? Qu'adviendra-t-il des fermiers et fermières, de leurs collaboratrices, de leurs clientes et clients, de leurs enfants? Dans sa préface pour un écoféminisme de la fabrique collective, géopolitique de la maisonnée, du livre de Françoise Daubonne, Écologie, féminisme, révolution ou mutation, Geneviève Pruvot décrit la maisonnée comme un mode de regroupement humain fondé sur la cohabitation résidentielle de genres et d'âges distincts, apparentés et non apparentés, incluant une cohorte d'animaux et de plantes domestiquées, mais aussi tout un périmètre qu'en permaculture on qualifierait de zone sauvage. Cet ensemble assez divers, non nécessairement hétérosexuel, parvient à former un collectif de travail centré sur la subsistance commune, où tout le monde, selon ses capacités, accomplit de menues et grandes tâches qui, mises bout à bout, font que ce coin de terre est vivable en toute saison. C'est un lieu très circulant, semi-ouvert, semi-public, semi-commun. Et autant dire qu'on l'a pas trouvé, hein. Putain, trop chiant. Et ensuite on a demandé genre potentiellement genre 10 cafés. Il y a 1 an et demi. Et c'était la première fois que je découvrais la ferme, alors que c'était 2 ans que j'étudiais à l'EPFL. Et j'étais un peu en période de crise de je sais pas si je veux continuer, voilà. Et donc je me suis dit super, je vais venir ici à chaque fois que je veux pas être à l'école. Et non, mais surtout, j'aime bien cuisiner et puis j'avais bien aimé l'ambiance et puis j'avais compris un peu qu'ils étaient assez ouvertes à recevoir de l'aide pour un peu quoi que ce soit du moment où c'était un peu organisé. Et donc j'étais directement allée vers eux en leur disant est-ce que ça vous dirait si je viens plus ou moins une fois par semaine avoir un peu mes horaires cuisiner? Parce qu'il faut savoir qu'ils étaient plus ou moins à 10 en total, un peu moins, ça dépendait des jours. Chacune a une tâche par jour et cuisiner pour 10, ça prend environ 2 heures, plus mettre la table, etc., plus éventuellement faire la vaisselle après parce que parfois c'était toujours la même personne. Donc ce qui faisait qu'une personne ou deux devait interrompre sa tâche. On cuisinait pas ensemble, c'était assez rare. C'était plutôt manger ensemble, mais en gros je les délivrais des tâches de cuisine. Et puis je pense que le moment le plus important peut-être c'était celui où on mangeait. Bon, il y a eu un moment où il y avait une apprentie qui était là-bas, qui avec Timothée, celui qui s'occupe plutôt des brebis, avait fait un test de faire une espèce de camembert, mais c'était hyper salé. C'était tout seul comme ça, c'était immangeable. Du coup, c'était l'époque des gratins. Ça, c'était beaucoup de gratins. Bon, puis ils ont de la crème. Mais en soi, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, c'est leurs légumes à eux. Mais ce qui était bien, je pense, c'est qu'il y a tout un truc de prendre soin d'une certaine façon. Mais je pense que déjà, c'est un groupe de personnes qui attribuent de l'importance à passer du temps ensemble. De plus, si le repas est bien, tu restes encore plus longtemps. Et c'est aussi un truc que je cherchais parce qu'à l'EPFL, on a cette heure pour manger. Et puis de midi à 13h15, tu manges. Et tu manges des trucs froids, je fais dans ton tube ou des trucs de la Migros. Et là, c'était vraiment, je me disais, bon, j'y vais vers 10h30, je regarde pas l'heure pour rentrer, parce que c'est le temps qu'il faut, en fait, pour cuisiner, manger et ranger. Et le fait qu'à l'EPFL, c'est plus court, c'est juste parce que soit c'est des tâches qui sont reléguées à quelqu'un d'autre avant et après, soit c'est des tâches
où je prends mon temps la nuit pour le faire. Et là, non, j'assume qu'en fait, pour manger avec des gens, il me faut plus ou moins 4 heures. 5 heures. En tout cas, je trouve intéressant le statut que j'ai dans cette histoire, dans le sens où j'appartiens pas à la ferme, mais j'y suis très attachée. Et en même temps, j'ai un peu suivi cette histoire depuis l'intérieur, depuis 1 année et demie, plus ou moins, sans vraiment trop savoir quoi faire à part aller là-bas et cuisiner. Mais ça montre une certaine pertinence du fait que Bassenge est à côté de l'EPFL. Donc, peut-être à ma petite échelle, c'était ça un peu que je cherchais. Aussi le fait justement de se demander d'où est-ce que vient la bouffe qu'on mange tous les jours. Et je pense que c'était aussi lié à ça. Mais je pense que plus il y a de gens et plus c'est quelque chose de régulier, plus il y a un lien aussi émotionnel et pas que rationnel à Bassenge. Du moment où tu passes du temps dans l'endroit avec les gens qui y sont, ça dépasse un peu le truc de oui, par principe, je suis contre. Oui, par principe, je suis contre, mais je sais aussi qu'il y a Tom, Tim, Sophie, Benoît qui habitent et qui vont être délogés. Et donc ça rajoute une couche aussi à l'engagement. Tu peux pas te dissocier, tu vois. Moi, je peux pas faire genre que je connais pas. C'est bon là? Ouais, c'est Ou un peu plus? Non, c'est bien, c'est bien. Parce qu'après, le truc, c'est qu'elle va être un peu. Au pire, on rajoutera un peu après. La maisonnée, le territoire et le soin forment dès lors une triade qu'il importe d'articuler dans tous les sens possibles. La maisonnée prend soin du territoire. Le territoire prend soin de la maisonnée. Le soin prend place dans une maisonnée ancrée sur un territoire. Et il n'y a pas de territoire sans maisonnée, interreliée formant un maillage de proches. C'est ce qu'explique Pruvot dans la subsistance au quotidien. Animals, they have to smell you. They speak with their body and they hear with their nose. Comme Stengers, elle rappelle dans Quotidien politique, féminisme, écologie et subsistance l'importance de la temporalité, de l'attention et de la sensibilité. Un cochon, 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 Les communautés biotiques sont en perpétuel mouvement pour que la vie se régénère. Saison, coévolution, migration, changement d'âge et d'arbres, du sol, des êtres humains. Il faut se lever tôt, veiller le soir, marcher, se poser, tendre l'oreille, pour apprendre à connaître un tissu de gens, d'objets, d'animaux, de plantes, d'organisations, de bâtis. Il faut apprendre à distinguer les différentes zones et les différents sons de ce qui semble un magma informe, puis relier à nouveau l'ensemble en découvrant des zones de préhension mutuelle dont l'aura subtile nous a échappé à première vue et qui ne peut se saisir qu'à la longue, en se laissant affecter de manière persistante. Parce qu'on ne fait pas corps d'un coup avec un arbre au point de saisir immédiatement par un léger changement de couleur de feuilles qu'il a faim et soif. Faire communauté biotique, c'est explorer une entité qui n'est ni moi, ni l'arbre, mais quelque chose au milieu, un milieu de vie. Et il faut une assez longue immersion pour se figurer les zones de contact. C'est comme ça que je fais là. Pas beau. Bah ouais, elles sont prêtes. Ah, c'est vrai que je vois l'espèce. Ouais, je peux voir. Allô? Qu'est-ce qui compte légitimement comme savoir? Et qui compte comme producteur légitime de savoir? Qu'est-ce qu'il est légitime d'apprendre? Quelle forme de savoir ignorons-nous au profit de l'innovation? Pourquoi nier l'histoire du territoire sur lequel s'implante l'université? Si vous pouvez ramener les bols après. Pourquoi abandonner tout un héritage au profit de la technologie? Quelle part de nos réalités l'environnement universitaire détermine-t-il? Quels savoirs y sont façonnés? Par qui? Pour qui? Et comment? Quels liens tissons-nous avec les communautés environnantes? Et quels liens nous est-il permis de tisser? Comment transformer notre relation aux lieux et aux structures avec lesquels nous interagissons tous les jours?
Que faire de ces savoirs dans un monde fragilisé et abîmé? Comment les remettre en question pour mieux en tenir compte et agir?